Donc la dernière partie de la matinée qui va clôturer en fait donc ce webinaire concernait des services qui sont encore en phase exploratoire. Donc là, on a Jean-Luc Verdier et Naïla qui vont intervenir sur cette partie-là. Je laisse donc Jean-Luc commencer. Il me semble que ça concerne ta partie. Donc je te laisse dérouler, expliquer un petit peu la diapo et me dire quand tu veux passer à la diapo suivante. Excuse-moi, Ok. Marie. Oui, pardon. Pardon. Non, j'avais mon micro qui déraillait. Je me permets juste par rapport à la question qui est posée, au moins sur le piétin échaudage, on a des effets positifs de régulation par les cultures intermédiaires à base de crucifères qui ont été identifiés, ils sont assez convergents dans la littérature. Ben, par rapport à la diapositive où j'avais pas eu le temps de détailler les différents effets hein, sur les différentes maladies, là on a très clairement identifié un effet positif et assez convergent. Voilà. Après, sur sclérotinia, c'est plus hétérogène. Il y a des effets positifs et des effets négatifs, donc c'est encore à creuser. Voilà. J'ai fini. Ça marche, merci beaucoup. Oui, donc pour reprendre effectivement les questions liées au plan de service et à la gestion des bioagresseurs, donc je voulais simplement signaler deux pistes sur lesquelles Orvelis travaille, donc en termes exploratoires, hein, on n'en est pas encore aujourd'hui au stade de la recommandation, de la préconisation. Le premier concerne la gestion des insectes d'automne, donc vecteurs de virose, en particulier de jaunisse nanisante, donc les pucerons qui impactent sur les cultures d'hiver. Donc parmi les leviers alternatifs qui sont travaillés, donc regarder un peu l'intérêt des plantes de service. Donc il y a des essais qui ont été conduits en particulier dans le Tarn l'année dernière, donc et en 2018-2019 où on a testé des plantes campagne, donc de type févrole, radis ou vesse, donc associées à de l'orge d'hiver pour voir l'intérêt que ça peut avoir en termes de limitation de la pression puceron. Donc, on observe effectivement des résultats intéressants en termes de réduction du taux de plantes infestées. Hein, donc, piste qui mérite d'être gardée. Donc, bon, cette année-là, il s'est avéré qu'on était sur des pressions relativement faibles. Et donc, effectivement, se pose la question après de la gestion de ces plantes de campagne pour ne faire en sorte qu'elles ne soient pas trop compétitives vis-à-vis de la culture. Donc, il y a encore des travaux à conduire sur le choix de l'espèce, sur la manière de piloter ces plantes de campagne pour trouver les bons réglages, les bons curseurs pour en faire un levier performant, intéressant, complémentaire ou alternative à la lutte chimique. Voilà donc pour cette première piste. Et si tu veux mettre la deuxième que je voulais évoquer, ça concerne la gestion des topins, donc en particulier en culture de printemps et en maïs, hein, là aussi. Donc l'objectif étant de trouver des alternatives à la lutte chimique ou en complément ou en alternative. Donc là, on est plutôt sur l'objectif de tester des plantes à pas qui viendraient un peu détourner la pression de lutte sur la culture implantée et dans l'objectif de limiter les dégâts et la pression de lutte. Donc là, le principe consiste à semer des plantes de type plutôt céréales. Hein. Donc là, on en est encore à la phase exploratoire où on teste un certain nombre de plantes associées, donc en particulier des céréales, de l'avoine, du triticale, de l'orge ou du blé. Bon, ce que l'on observe, c'est des efficacités en premier lieu intéressantes. Hein. Donc on a des essais qui montrent que on peut avoir des choses qui sont tout à fait intéressantes en termes de limitation des dégâts, en termes d'efficacité vis-à-vis de la pression topin. Bon, des effets parfois irréguliers, hein, donc avec des réponses qui peuvent varier selon le type de couvert associé. Donc là aussi, les travaux vont se poursuivre pour essayer d'acquérir des références à l'échelle de la grande parcelle. Et donc après, il reste l'optimisation du pilotage de ces plans de campagne, comment les implanter, comment les détruire pour faire en sorte qu'après elles ne soient pas concurrentielles de la culture. Mais voilà, des pistes qui ont montré de l'intérêt et sur lesquelles effectivement les travaux vont se poursuivre. Voilà ce que je voulais évoquer sur ce sujet. Merci beaucoup, Jean-Luc. Naïla, je te propose qu'on passe à ta partie. Je vais dérouler, du coup, tu me donnes les temps. Ok. Bonjour à tous, donc Naïla Itkassi, je suis en deuxième année de thèse à l'UMR Agir, INRAE de Toulouse. C'est une thèse CIFRE qui est financée par Maïs Adour Semences. Et donc, je vais vous présenter quelques résultats de mes travaux de thèse qui portent donc sur les effets des cultures intermédiaires et de la biofumigation sur la sévérité de la verticilliose du tournesol.
Donc, la verticillose du tournesol, c'est une maladie fongique qui est causée par le champignon tellurique Verticillium dahliae et elle peut engendrer jusqu'à 30% de perte de récolte en cas d'attaque sévère. Actuellement, le seul levier mobilisable pour lutter contre cette maladie, c'est la résistance variétale. Et donc, la biofumigation, comme le disait tout à l'heure Lionel, pourrait être un levier pour protéger la culture du tournesol contre cette maladie. Et donc, le principe des essais qu'on mène en plein champ pour répondre à ces objectifs-là à Haussville, c'est que dans le cadre d'une rotation blé-tournesol, on va implanter des cultures intermédiaires avec notamment des brassicacées et on laisse les couverts se développer jusqu'à la floraison des brassicacées, puisque c'est juste à l'initiation, c'est jusqu'au début en fait de la floraison des brassicacées, parce que c'est à ce moment-là que les tissus sont les plus concentrés en glucosinolate. Ensuite, les teneurs en glucosinolate se mettent à chuter. Et donc, à ce moment-là, on broie nos couverts et on les enfouit pour mettre en œuvre… Attends, non, tu peux revenir juste, je termine juste d'expliquer, voilà. Et après, on pourra passer au résultat. Voilà, donc ça libère les isothiocyanates dans le sol, ça attaque le Verticillium dahliae dans le sol, et donc derrière, on fait un suivi de l'évolution des symptômes de la verticilliose sur le tournesol. Donc tu peux, s'il te plaît, changer la diapo. Merci. Et donc, ça donne ce type de graphique avec un indice de sévérité de la verticilliose en fonction du nombre de jours après le semis d'une variété sensible de tournesol. Et donc, les résultats qu'on avait obtenus lors des 2 premières années d'essai étaient assez encourageants, puisque on se rend effectivement compte que la sévérité des symptômes de la verticilliose était significativement plus faible sur les tournesols cultivés après une brassicacée, c'est les courbes qui sont en couleur, comparées aux tournesols qui sont cultivés après un témoin où le sol reste nu pendant la période d'interculture. C'est donc les courbes en noir. Et cet effet était particulièrement marqué chez les tournesols suite à un radis fourragé à Haussville en 2017. Tu peux, s'il te plaît, changer de diapo. Du coup, on a reconduit le même type d'essai en 2019 et 2020, avec cette fois-ci également l'utilisation de VES, donc d'une légumineuse dans nos cultures intermédiaires. Évidemment, on ne s'attend pas à ce qu'elle produise d'isothiocyanates puisqu'elle n'a pas de glucosinolate. On vise d'autres services via la VES. Et donc, premier constat durant ces résultats de 2019, c'est que déjà, il n'y avait pas de différence significative entre nos différents traitements. C'est ce qu'on voit sur le graphique de gauche, où le témoin se fond parmi les autres traitements. Par contre, en 2020, on retrouve les résultats qu'on avait déjà observés auparavant, en partie, avec du coup notamment une réduction significative de la sévérité de la maladie après un couvert de radis fourragés, c'est la courbe rose dans le graphique de droite. Et ce qu'on constate aussi, c'est que les tournesols cultivés après de la VES présentent également significativement moins de symptômes de la maladie. Donc, ces résultats soulèvent pour le moment beaucoup de questions. Et l'une des plus importantes, c'était évidemment pourquoi est-ce qu'il n'y a pas eu de différence significative lors des essais à Haussville 2019. Et donc, tu peux, s'il te plaît, passer à la diapo suivante. Et là, en fait, du coup, l'hypothèse émise pour expliquer ce manque d'efficacité, ce manque de différence entre nos différents traitements, c'est qu'on pense que les conditions n'étaient pas optimales le jour où les cultures intermédiaires ont été broyées et enfouies, parce qu'effectivement, c'était une journée où il faisait moins de 5 degrés et derrière, les conditions en eau ont été limitantes, tandis qu'en 2020, quand on a abouti à des résultats plus satisfaisants, on a veillé à ce que la destruction des couverts soit faite lors d'une journée douce, il faisait plus de 10 degrés, et ensuite il a plu plus de 60 mm d'eau. Donc ça revient également à un élément évoqué par Lionel tout à l'heure.
c'est que l'un des facteurs déterminants pour la réussite de la biofumigation, ce sont les conditions météorologiques. Il faut que la destruction des couverts se fasse par une journée douce et avant des précipitations. Ça permet d'éviter le recours à une irrigation. Et donc, voilà pour le premier élément. Et je voulais juste terminer, donc si tu peux encore changer de diapo. Le dernier élément, c'est des résultats obtenus en 2020 où on a essayé une biofumigation avec des brassicacées en mélange avec des légumineuses. C'est des résultats obtenus en 2020, donc une année où les conditions étaient optimales pour la biofumigation, mais on ne constate pas de différence significative entre notre témoin qui était resté en sol nu et nos différents traitements. Et pour le moment, donc, des analyses sont en cours sur les tissus des brassicacées pour essayer de mieux comprendre pourquoi on a ces résultats-là. Donc, c'est des analyses notamment de glucosinolate, d'hémicellulose, de lignine, etc. Et par contre, l'élément qu'on a, c'est que là, il s'agit de mélange. Et donc, les brassicacées et les légumineuses étaient chacune semées à demi-densité. Donc, les biomasses produites par chacune des familles étaient plus faibles et on a potentiellement eu moins d'isothiocyanate libéré dans les sols. Et donc, ça nous renvoie à un autre facteur très important à prendre en compte pour la réussite de la biofumigation, c'est qu'il faut maximiser les biomasses produites par les crucifères. Voilà, c'était tout ce que j'avais à dire. Merci beaucoup, Naïla, pour ta présentation.